Dans le bruit d'un bureau paysager, une femme vit un enfer quotidien. Atteinte de misophonie, sa sensibilité extrême au son la rend la cible de moqueries cruelles. Mais cette même malédiction devient un super-pouvoir lorsqu'elle est la seule à entendre le murmure d'une catastrophe imminente. Un clic minuscule et rythmé au cœur d'un réacteur nucléaire. C'est l'histoire d'une femme dont la perception unique du son pourrait sauver des milliers de vies. Si vous aimez les récits où une vulnérabilité se révèle être une force inattendue, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Le monde d'Alice Morel était une cacophonie de tortures minuscules. Chaque jour, l'open space du département d'analyse de la centrale nucléaire de Val-de-Loire se transformait pour elle en un champ de mines auditifs. Elle était atteinte de misophonie, un trouble neurologique qui transformait dès son quotidien, anodin pour la plupart des gens, en agression physique et émotionnelle d'une violence inouïe. Le son d'un collègue qui mâchait un chewing-gum n'était pas un simple bruit, c'était une intrusion, un son humide et claquant qui semblait résonner directement à l'intérieur de son crâne, déclenchant une vague de rage et de dégoût. Le clic répétitif d'un stylo à billes était comme une perceuse s'attaquant à ses nerfs. Le bourdonnement à peine perceptible des néons était une note tenue, stridente, qui lui donnait la nausée. Elle vivait dans un état de tension constante, son corps entier en alerte, luttant pour filtrer une symphonie que seule elle pouvait entendre. Cette condition avait fait d'elle une paria. Ses collègues, incapables de comprendre la nature de sa souffrance, la considéraient comme une femme étrange, irritable, précieuse. Au début, ils avaient fait preuve d'une pitié condescendante. Mais sa sensibilité, qu'ils ne pouvaient ni voir ni comprendre, avait fini par les agacer. Et l'agacement s'était transformé en une forme de harcèlement passif-agressif. Son principal tortionnaire était Marc, un analyste assis au bureau juste en face du sien. Marc avait compris quel son la déclenchait, et il semblait prendre un plaisir pervers à les produire. Son rituel de la pomme, à 10 heures précises chaque matin, était le point culminant de la torture quotidienne d'Alice. Il ne mangeait pas la pomme, il l'exécutait. Chaque bouchée était un crunch explosif et juteux, un son qu'il amplifiait en mâchant la bouche ouverte, son regard croisant parfois celui d'Alice avec un éclair de triomphe sadique. Alice, elle, devait se battre. Elle se contractait sur sa chaise, ses poings serrés sous son bureau, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle se concentrait sur sa respiration, essayant de créer une bulle de silence intérieur. Parfois, elle réussissait. D'autres fois, elle devait se lever et se réfugier aux toilettes, prétextant un malaise, pour échapper à l'assaut. Elle avait essayé d'en parler, une fois, à son chef de service, un homme nommé Dubois. Elle avait tenté de lui expliquer la nature neurologique de sa condition. Dubois l'avait écoutée avec un air d'impatience, puis lui avait conseillé de prendre sur elle ou de porter des bouchons d'oreille. Depuis, elle endurait en silence, se réfugiant dans son travail. Son travail, paradoxalement, était son seul sanctuaire. Car si le monde des humains était pour elle un chaos de bruit insupportable, le monde des machines était une symphonie d'une complexité et d'une régularité apaisante. Le travail d'Alice consistait à analyser les données acoustiques et vibratoires provenant des systèmes de refroidissement du réacteur nucléaire. C'était un poste hautement spécialisé, qui exigeait une concentration et une capacité d'analyse hors du commun. 2 ou 3 fois par semaine, elle devait quitter l'enfer de l'open space pour se rendre au cœur de la centrale, dans la salle d'écoute. Pour y accéder, elle devait suivre un protocole de sécurité draconien. Elle enfilait une combinaison de protection, des surchaussures, et passait une série de sas de décontamination. Chaque porte qui se refermait derrière, elle était comme une couche de bruit du monde extérieur qu'elle laissait derrière elle. La salle d'écoute était une petite pièce insonorisée, adjacente à la salle des machines, mais protégée par d'épais murs de béton. À l'intérieur, il n'y avait qu'un fauteuil, une console de mixage complexe et une série d'écrans affichant des spectrogrammes et des oscilloscopes. C'était son paradis. Lorsqu'elle mettait le casque audio, elle était coupée du monde. Elle était connectée directement au cœur de la machine. Le son de la centrale nucléaire était assourdissant pour un non-initié, un rugissement industriel d'une puissance colossale. Mais pour Alice, c'était une musique. Une musique d'une harmonie parfaite et prévisible. Elle pouvait décomposer ce son complexe en ses éléments constitutifs. Il y avait le bourdon, le grondement de basse fréquence des immenses turbines à vapeur, une note fondamentale, un do grave et constant qui était la fondation de toute la symphonie. Il y avait le sifflement des milliers de tuyaux transportant la vapeur et l'eau, un tapis de haute fréquence, comme des cordes jouant une nappe infinie. Et il y avait le rythme. Le clac-clac lent et régulier des pompes primaires, les battements de cœur du réacteur. Le vrombissement plus rapide des pompes secondaires. Le cliquetis des relais dans les armoires électriques. C'était un orchestre mécanique, et chaque instrument jouait sa partition à la perfection. Dans ce monde de bruit intense mais prévisible, sa misophonie se calmait. Son cerveau, qui était en état d'alerte permanent dans le bureau, pouvait enfin se détendre.
Il n'y avait pas de sons inattendus, pas de bruit intrusif. Tout était à sa place. Tout était en harmonie. Son travail consistait à chercher la moindre déviation dans cette harmonie. Elle écoutait les enregistrements des capteurs placés à des points stratégiques du circuit de refroidissement, cherchant des changements de fréquence, des vibrations anormales, des sons qui pourraient indiquer une usure, une fuite, une défaillance. C'était un travail que la plupart des ingénieurs effectuaient en ne regardant que les données sur les écrans. Mais Alice utilisait ses oreilles. Ses oreilles, non corrompues par des années d'exposition au bruit industriel, étaient plus sensibles que n'importe quel capteur. Elle pouvait entendre des nuances que les algorithmes de détection, programmés pour ne chercher que des anomalies flagrantes, manquaient complètement. Elle était la gardienne des sons, la prêtresse de la symphonie nucléaire. Et elle aimait son travail. C'était le seul endroit au monde où sa malédiction devenait un don. Ce fut lors d'une session d'écoute de routine qu'elle l'entendit pour la première fois. Elle était concentrée sur le flux audio provenant d'un capteur placé sur le corps de la pompe de refroidissement primaire numéro 3, l'une des 4 pompes colossales qui assuraient la circulation de l'eau dans le cœur du réacteur. Le son était familier, un mélange du grondement de l'eau à haute pression et du vrombissement puissant du moteur électrique. Un son d'une puissance et d'une régularité absolue. Elle était sur le point de passer au capteur suivant lorsque son oreille accrocha quelque chose. Une anomalie. Une note qui ne faisait pas partie de la partition. C'était un son minuscule, presque subliminal, caché très loin derrière le mur de bruit de la pompe. Un clic. Un clic fin, métallique, et d'une régularité parfaite. Clic, clic, clic. Le son était d'une fréquence très élevée, et si bref qu'il était presque impossible à isoler. Mais il était là. Et il était rythmique, parfaitement synchronisé avec la rotation de la pompe. Sa misophonie, ce monstre qui la tourmentait dans le bureau, se réveilla instantanément. Mais cette fois, elle ne fut pas accompagnée de rage ou de dégoût. Elle fut accompagnée d'une curiosité intense et d'une inquiétude glaciale. Son cerveau, programmé pour détecter et se focaliser sur les sons répétitifs et intrusifs, se verrouilla sur ce clic avec une obsession totale. C'était une note discordante dans l'harmonie parfaite de la machine. Un instrument qui s'était ajouté à l'orchestre sans y avoir été invité. Un instrument qui jouait la musique de la défaillance. Elle enleva son casque et le remit, pensant d'abord à un défaut de l'équipement. Le son était toujours là. Elle changea de canal, écoutant la pompe numéro 2, puis la numéro 4. Le son était absent. Il ne provenait que de la pompe numéro 3. Elle se tourna vers les écrans. Elle examina le spectrogramme du signal audio de la pompe 3. C'était une masse dense de fréquences, le chaos visuel du bruit blanc. Elle chercha le clic. Elle ne le voyait pas. Il était trop faible, son énergie trop insignifiante pour se démarquer sur le graphique. Elle consulta les données des capteurs de vibration. Les courbes étaient stables, parfaitement dans les normes. Elle vérifia les températures, les pressions. Tout était normal. Les machines disaient que tout allait bien. Mais ses oreilles lui disaient le contraire. Elle sentit un frisson la parcourir. Elle était à nouveau confrontée à la même situation, sa perception sensorielle contre les données objectives des machines. Mais cette fois, l'enjeu n'était pas son confort personnel dans un bureau. L'enjeu était la sécurité d'un réacteur nucléaire. Alice savait qu'elle ne pouvait pas ignorer ce qu'elle avait entendu. Elle enregistra plusieurs minutes du flux audio de la pompe numéro 3 et se dirigea immédiatement vers le bureau de son supérieur, M. Dubois. Elle le trouva en pleine conversation téléphonique, visiblement agacé d'être interrompu. Elle attendit qu'il ait terminé. « Qu'est-ce que c'est encore, Morel ?» dit-il sans même lever les yeux de ses papiers. « C'est la pompe 3, monsieur, dit Alice. Il y a un problème. J'ai détecté un bruit anormal. » Dubois soupira. « Anormal comment ? J'ai les rapports de surveillance en temps réel sous les yeux. Tous les paramètres sont nominaux. Pression, température, vibration, tout est parfait. C'est un bruit acoustique, monsieur. Un clic métallique, très bref, à haute fréquence, et parfaitement régulier. Je pense que c'est un signe d'usure prématurée d'un composant interne. » Dubois la regarda enfin, un air de lassitude et de pitié sur le visage. « Un clic. Vous avez entendu un clic au milieu du bruit d'une pompe qui fait le bruit d'un avion à réaction au décollage. Alice, soyons sérieux. C'est probablement une interférence, un parasite sur la ligne audio. Ou votre sensibilité qui vous joue des tours. » L'allusion était claire. Il la renvoyait à sa condition, à sa réputation de femme nerveuse. « Ce n'est pas une interférence, insista Alice. Le son est trop régulier. Et il n'est présent que sur le capteur de la pompe 3. S'il vous plaît, écoutez l'enregistrement. » À contre-cœur, Dubois accepta.
Alice lui fit écouter l'enregistrement au casque, en augmentant le volume. Il écouta pendant une trentaine de secondes, puis retira le casque avec une grimace. « J'entends le bruit d'une pompe, Morel. C'est tout. Je n'entends aucun clic. Honnêtement, je ne sais même pas comment vous faites pour écouter ça pendant des heures. » Il lui rendit le casque. « Écoutez, je comprends votre zèle. Mais nous ne pouvons pas lancer une procédure d'inspection, qui nécessiterait l'arrêt partiel du réacteur et coûterait une fortune, sur la base d'un bruit que vous êtes la seule à entendre et que nos instruments de plusieurs millions d'euros ne détectent pas. Oubliez ça. C'est un ordre. » Le mur de l'incrédulité, le mur du bruit blanc, venait de se dresser devant elle. Son expertise, son don, venait d'être balayé d'un revers de main. Elle retourna à son bureau, frustrée et angoissée. Elle savait qu'elle avait raison. Ce clic n'était pas anodin. C'était un murmure, le premier murmure d'une catastrophe potentielle. Mais comment le prouver? Comment convaincre des gens qui ne croient qu'en ce que leurs machines leur disent? Elle se sentait seule, terriblement seule, avec sa connaissance. Elle était la seule à entendre le son du loup qui grattait à la porte, mais tout le monde autour d'elle était sourd. Rejetée par sa hiérarchie, Alice savait qu'elle ne pouvait plus compter que sur elle-même. Elle ne pouvait pas abandonner. La sécurité de milliers de personnes, de toute la région, était potentiellement en jeu. Si elle avait tort, elle ne risquait qu'une sanction disciplinaire. Si elle avait raison et qu'elle ne faisait rien, elle ne se le pardonnerait jamais. Elle décida de mener sa propre enquête, en secret. Elle ne pouvait pas obtenir de nouvelles données, alors elle devait travailler avec celle qu'elle avait, l'enregistrement audio du bruit de la pompe. Elle copia le fichier audio sur une clé USB, un acte strictement interdit par le protocole de sécurité, et le ramena chez elle. Son petit appartement, habituellement un refuge contre le chaos sonore du monde, se transforma en un laboratoire d'analyse acoustique. Elle utilisa son ordinateur personnel et un logiciel de montage audio professionnel qu'elle utilisait pour son hobby, la composition de musique électronique. C'était un outil bien plus puissant et plus flexible que les logiciels d'analyse standard de la centrale. Elle commença une analyse obsessionnelle, une archéologie du son. Elle passa toute la nuit penchée sur son écran, son casque sur les oreilles, écoutant en boucle le rugissement de la pompe. Elle commença par visualiser le son. Elle afficha le sismogramme du fichier, la représentation visuelle de l'onde sonore. C'était une ligne épaisse et dense, un mur de bruit. Le clic était invisible, noyé dans la masse. Elle zooma, encore et encore, jusqu'à voir les oscillations individuelles de l'onde. Mais même à cette échelle, le clic était trop bref pour être distingué. Elle passa ensuite à l'analyse spectrale. Elle utilisa un analyseur de spectre pour visualiser la composition fréquentielle du son. Le résultat fut, comme à la centrale, un graphique dominé par les basses et moyennes fréquences de la pompe. Le clic, s'il existait, se trouvait dans les hautes fréquences, mais il était perdu dans le bruit de fond de l'électronique et du fluido. C'était une impasse. Elle était sur le point de renoncer, se disant que Dubois avait peut-être raison, que ce n'était qu'une hallucination auditive. Mais sa misophonie, sa haine des sons répétitifs, refusait de la laisser abandonner. Son cerveau était obsédé par ce clic. Il le voulait. Il voulait l'isoler, le comprendre, pour pouvoir enfin le faire taire. C'est cette obsession qui lui donna une nouvelle idée. Elle ne pouvait pas isoler le clic du bruit. Mais peut-être qu'elle pouvait faire l'inverse. Peut-être qu'elle pouvait enlever le bruit pour ne laisser que le clic. Elle se lança dans un processus de filtrage d'une complexité extrême. Elle utilisa un filtre passe-bas pour éliminer toutes les hautes fréquences, n'isolant que le grondement grave de la pompe. Elle étudia ce grondement, sa structure, ses harmoniques. Elle créa ensuite un profil de bruit de ce grondement. Puis, elle utilisa une fonction de réduction de bruit avancée en utilisant ce profil. Le logiciel soustraya le son de la pompe de l'enregistrement original. Le résultat fut spectaculaire. Le rugissement diminua considérablement, laissant apparaître une nouvelle couche de son, les fréquences moyennes du fluido. Elle répéta le processus. Elle isola les fréquences moyennes, créa un nouveau profil de bruit et le soustraya à son tour. Elle était en train de peler l'oignon sonore, couche par couche. Après des heures de ce travail minutieux, il ne restait plus qu'un léger bruit de fond, un souffle. Et dedans, elle l'entendit. Clair, net, indubitable. Clic, clic, clic. Elle afficha le spectrogramme de ce fichier audio filtré. Et elle le vit. Une série de pics verticaux, fins comme des aiguilles, parfaitement espacés, se détachant sur le bruit de fond. C'était la preuve visuelle. Le clic existait. Il n'était pas dans sa tête. Il était dans la machine. Maintenant qu'elle avait la preuve irréfutable de l'existence du clic, Alice devait comprendre ce qu'il signifiait.
Elle passa la journée suivante à la bibliothèque technique de la centrale, un lieu qu'elle avait rarement visité. Elle se plongea dans les manuels de maintenance et les schémas d'ingénierie de la pompe de refroidissement primaire, un document de plusieurs milliers de pages d'une complexité décourageante. Elle étudia la conception de la machine, une merveille de technologie. Elle apprit son fonctionnement, la manière dont le rotor, pesant plusieurs tonnes, tournait à une vitesse de près de 1500 tours par minute, propulsant des milliers de litres d'eau par seconde à travers le cœur du réacteur. Elle se concentra sur l'élément le plus critique et le plus sujet à l'usure, l'ensemble des roulements principaux, ces pièces qui permettent au rotor de tourner avec un minimum de friction. Elle étudia leur conception. C'étaient des roulements à billes massifs, fabriqués dans un alliage d'acier ultra résistant. Elle trouva les spécifications techniques, le nombre de billes, leur diamètre, le diamètre de la cage intérieure et extérieure. Avec ces informations, elle pouvait commencer à faire des calculs. Elle retourna à son analyse audio. Elle mesura l'intervalle de temps exact entre chaque clic. C'était 0,04 secondes, ce qui correspondait à une fréquence de 25 Hz. Elle savait que la vitesse de rotation de la pompe était de 1500 tours par minute, soit 25 tours par seconde. La fréquence du clic était exactement la même que la fréquence de rotation de l'arbre principal de la pompe. Cela confirmait que le son était produit par un élément qui tournait à la même vitesse que le rotor. Elle se plongea ensuite dans des articles de recherche sur la maintenance prédictive et l'analyse vibratoire des machines tournantes. Elle apprit qu'un des signes avant-coureurs les plus courants de la défaillance d'un roulement à billes est un phénomène appelé écaillage, spalling. C'est la formation d'une fissure de fatigue microscopique sur la surface de l'une des billes ou de l'une des bagues du roulement. À chaque fois qu'une bille passe sur cette fissure, elle produit un petit impact, une onde de choc, un clic. La fréquence de ces clics dépend de l'emplacement de la fissure. Si la fissure est sur la bague extérieure, la fréquence sera différente de si elle est sur la bague intérieure ou sur une des billes. Il existait des formules mathématiques complexes pour calculer ces fréquences de défaut. Alice passa des heures à faire les calculs, en utilisant les spécifications du roulement de la pompe 3. Et elle arriva à une conclusion terrifiante. La fréquence de 25 Hz qu'elle avait mesurée correspondait exactement à la fréquence de défaut théorique d'une fissure située sur la bague intérieure du roulement principal. Sa théorie était maintenant complète, et elle était d'une logique implacable. Le clic qu'elle entendait était le son d'une des billes du roulement qui heurtait une fissure de fatigue sur la bague intérieure, une fois par tour. C'était le battement de cœur d'une machine en train de mourir. Elle savait aussi que l'écaillage est un processus qui s'accélère de manière exponentielle. La fissure, sous l'effet des impacts répétés, allait s'agrandir, détruisant la surface du roulement. Le roulement finirait par surchauffer, puis par se gripper. Et le grippage d'un roulement sur une pompe de cette taille, tournant à cette vitesse, aurait des conséquences catastrophiques. L'arbre principal se briserait, détruisant la pompe, provoquant une perte massive de liquide de refroidissement du réacteur. C'était le scénario de l'accident nucléaire. Armée de ces nouvelles preuves, de son analyse complète et de sa conclusion terrifiante, Alice savait qu'elle ne pouvait plus se permettre d'être timide ou hésitante. Elle n'allait pas retourner voir Dubois. Elle allait court-circuiter toute la chaîne de commandement. Elle demanda un rendez-vous d'urgence avec le directeur de la centrale, un homme nommé M. Leclerc, un ingénieur nucléaire de la vieille école, respecté pour sa rigueur et son intelligence. Obtenir le rendez-vous fut une bataille. Elle dut insister, invoquer une menace de sécurité de niveau 1. Finalement, on le lui accorda. La réunion eut lieu dans le grand bureau du directeur. M. Leclerc était là, ainsi que Dubois, le chef de service d'Alice, et le chef de la sécurité de la centrale. Il la regardait avec des airs sévères, visiblement agacé par cette interruption de leur routine. Alice ne se laissa pas démonter. Elle ne parla pas de son ouïe, de sa misophonie, de ses intuitions. Elle se comporta comme la scientifique qu'elle était. Elle projeta sur le grand écran de la salle les résultats de son analyse. Elle leur montra d'abord le spectrogramme du bruit brut de la pompe, un mur de bruit incompréhensible. « C'est ce que les instruments voient, dit-elle. Ou plutôt, ce qu'ils ne voient pas. » Puis, elle leur montra le spectrogramme de son fichier audio filtré. Et elle leur fit écouter le son. Dans le silence du bureau, le petit clic, clic, clic. Rythmé et métallique résonna, clair et menaçant. Ceci, dit-elle, est la voix de la défaillance. Elle leur déroula ensuite toute son analyse, avec une clarté et une logique implacables. Elle leur montra les calculs des fréquences de défaut, la correspondance parfaite avec la signature acoustique qu'elle avait isolée. Elle leur expliqua le mécanisme de l'écaillage, la certitude de la rupture imminente. Les visages en face d'elle changèrent. Le scepticisme laissa place à une attention intense, puis à une inquiétude visible. Les ingénieurs dans la salle reconnaissaient le langage de la science,
la rigueur de sa démonstration. Dubois, son chef, était blême. Il réalisait l'ampleur de l'erreur qu'il avait commise. Lorsqu'Alice eut terminé, il y eut un long silence. Le directeur, Monsieur Leclerc, la fixa, ses yeux plissés. « Mademoiselle Morel, dit-il, sa voix grave. Si ce que vous dites est vrai, nous sommes assis sur une bombe à retardement. » Il se tourna vers le chef de la sécurité. « Lancez la procédure d'arrêt d'urgence du réacteur numéro 1. Nous allons inspecter cette pompe. Immédiatement. » La décision était prise. L'alerte finale avait été entendue. L'arrêt d'urgence d'un réacteur nucléaire est une opération d'une complexité et d'une gravité extrême. C'est une procédure qui coûte des millions d'euros et qui ne se fait qu'en cas de danger absolu. La décision du directeur Leclerc, basée sur la seule analyse d'une technicienne, était un acte de confiance et de courage managérial immense. La centrale entra en état d'alerte maximale. Les alarmes retentirent et les équipes d'intervention d'urgence se mirent en place. Le processus d'arrêt du réacteur prit plusieurs heures. Puis, une équipe de maintenance, vêtue de combinaisons de protection, pénétra dans l'enceinte du réacteur pour inspecter la pompe numéro 3. Le processus de démontage de la pompe, un monstre de plusieurs tonnes, prit une journée entière. Alice attendit dans la salle de contrôle, en silence, avec les autres ingénieurs. L'attente était insoutenable. Et si elle s'était trompée? Et si tout cela n'était qu'une fausse alerte? Sa carrière, sa vie, seraient terminés. Finalement, la communication arriva de l'équipe de maintenance. Ils avaient ouvert l'ensemble des roulements principaux. Le chef d'équipe apparut sur l'écran de visioconférence, son visage grave derrière son masque. Il tenait une pièce métallique dans sa main gantée. C'était la bague intérieure du roulement. « Vous aviez raison, dit-il, sa voix étouffée par le masque. » Il tourna la pièce vers la caméra. On pouvait y voir une minuscule fissure, une ligne sombre et presque invisible sur l'acier poli. « C'est une fissure de fatigue, continua-t-il. Et elle est sur le point de céder. Si la pompe avait continué à tourner pendant quelques heures de plus, le roulement se serait désintégré. Nous avons évité une catastrophe majeure. » Un immense soupir de soulagement parcourut la salle de contrôle. Monsieur Leclerc se tourna vers Alice. Il ne dit rien. Il lui serra simplement la main, ses yeux exprimant une gratitude et un respect profond. La nouvelle de l'exploit d'Alice se répandit dans toute la centrale. Elle n'était plus la femme sensible, l'excentrique. Elle était une héroïne, la femme qui avait entendu la mort arriver et qui l'avait arrêtée. Dans les jours qui suivirent, son environnement de travail changea radicalement. Le respect remplaça la pitié. La curiosité remplaça la moquerie. On l'écoutait. On la consultait. Son don n'était plus une malédiction. C'était une expertise. Mais le changement le plus significatif fut aussi le plus subtil. Un matin, alors qu'elle arrivait à son bureau dans l'open space, elle vit Marc, son tortionnaire, qui s'apprêtait à mordre dans sa pomme quotidienne. Leurs regards se croisèrent. Il la regarda, puis il regarda sa pomme. Il hésita un instant. Puis, lentement, il reposa la pomme sur son bureau. Et il sortit pour la manger dans le couloir. C'était un petit geste. Un geste de respect. Un geste de reconnaissance. Et le silence qui suivit dans le bureau ne fut pas un silence de tension ou d'hostilité. C'était un silence de gratitude. Et pour Alice, ce silence fut la plus belle des musiques.